Donc on va aborder maintenant le problème du malade drépanocytaire que vous êtes susceptible de rencontrer en réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc comme vous le savez, la drépanocytose, c'est une maladie génétique, monogénique même. C'est la plus fréquente au monde, mais aussi en France, et pas seulement pas seulement en rapport avec les DOM-TOM, mais c'est par exemple la maladie la plus fréquente en termes génétiques en Île-de-France aussi. Vous voyez que l'incidence de ces manifestations est croissante. Si on prend par exemple sur le graphique de gauche, aux États-Unis, le taux d'hospitalisation pour syndrome thoracique aigu, il y a une augmentation progressive entre 2004 et 2010. À droite, c'est les hospitalisations aux urgences en Île-de-France des patients pour crise vaso-occlusive ou STA. Vous voyez également la même tendance à une augmentation continue. Les phénomènes de migration ont bien entendu un rôle dans cette augmentation, avec ici en rose et rouge, en Amérique du Nord, mais également en Europe, vous voyez des zones où la prévalence de la maladie a augmenté de manière significative après les années 80. Alors, les bases moléculaires de la maladie sont relativement simples. À la base, c'est une mutation sur une chaîne bêta de la globine, GLU en Val, qui va modifier l'hémoglobine, qui aura une caractéristique principale d'être une hémoglobine qui se polymérise dans les conditions de désoxygénation. Elle est appelée hémoglobine S. Et cette polymérisation va modifier les érythrocytes qui vont prendre une forme dite falciforme qu'on peut voir ici sur un frottis. Et ces érythrocytes falciformés ont une moindre déformabilité et la physiopathologie de la maladie est surtout due à l'occlusion des capillaires, essentiellement d'ailleurs des vénules postcapillaires, là où la pression partielle en oxygène est très faible. Et cette occlusion vasculaire va avoir des manifestations cliniques à la fois aiguës et chroniques. Alors si on veut essayer de regrouper ces manifestations en phénotypes, on a deux grands ordres de phénomènes. Une série de complications qui sont directement dues à cette vaso-occlusion sur le pôle vénulaire des micro-vaisseaux. Et ici, les phénomènes d'hyperviscosité vont avoir un rôle important. Dans cette catégorie, on va classer la crise vaso-occlusive classique, mais également le syndrome thoracique aigu et les phénomènes d'ostéonécrose. Et puis, à l'autre bout du spectre, on aura un ensemble de complications qui sont peu liées à la vaso-occlusion de manière directe, mais plutôt liées à une dysfonction endothéliale. En réalité, ici, l'acteur principal, c'est le phénomène d'hémolyse chronique qui, en relarguant de l'hémoglobine libre, va capturer le NO, diminuer sa biodisponibilité. Et ce manque fonctionnel de monoxyde d'azote va provoquer une dysfonction endothéliale responsable de dysfonctions d'organes en général chroniques, comme l'hypertension pulmonaire chronique, les ulcères de jambes, le priapisme ou encore des AVC. Et quand on regarde les complications de ces malades, en général, il y a des sortes de clusters avec soit des complications plutôt liées à la dysfonction endothéliale, soit des complications liées plutôt à la vaso-occlusion et à l'hyperviscosité. Alors, dans le domaine spécifique de la réanimation, une étude récente de l'équipe de Tenon a montré que la cause principale d'admission en réanimation des patients drépanocytaires, c'était le syndrome thoracique aigu. Cette constatation est vraie également dans d'autres séries, comme cette série d'Afrique du Sud. Alors, ce syndrome thoracique aigu est en général accompagné de complications viscérales. La plus dangereuse est la dysfonction vasculaire pulmonaire qui peut mener à un cœur pulmonaire aigu. Vous voyez, chez 37% des patients admis dans cette série, voire à une dysfonction d'organes multiples, avec une défaillance multiviscérale qui va englober notamment le rein ou le foie avec des phénomènes congestifs. Il y a également des admissions pour d'autres causes, notamment des causes neurologiques, mais qui sont beaucoup plus rares, de même que des admissions pour un phénomène, une complication hématologique pure. Alors, dans ce travail de l'équipe de Tenon, des prédicteurs d'une évolution compliquée en réanimation ont pu être mis en évidence. Il s'agit d'une tachypnée peu avant l'admission ou à l'admission, d'une hémoglobine basse ou d'une insuffisance rénale aiguë. Et on peut utiliser ces signes comme un score d'admission en réanimation. Vous voyez qu'il ne fait pas plus mal
qu'un score classique que nous utilisons comme le SAPS-2. Donc on va se focaliser pour ce qui concerne les réanimateurs sur le syndrome thoracique aigu parce que c'est vraiment la complication la plus fréquente qui sera rencontrée. Alors ce terme a été proposé en 1979 par Charache, en fait parce qu'il observait que chez une majorité de ces patients qui avaient des symptômes attribuables à une pneumonie, des germes n'étaient pas retrouvés. Et donc il a conclu qu'il y avait un autre phénomène chez ces patients drépanocytaires qui avaient un tableau de pneumonie, autre que l'infection, qui expliquait la symptomatologie. Et il a fait l'hypothèse qu'il s'agisse d'un infarctus pulmonaire par une espèce de vaso-occlusion pulmonaire et a donc proposé le terme syndrome thoracique aigu. Alors de nos jours, c'est vrai que le syndrome thoracique aigu ne signifie pas stricto sensu l'infarctus pulmonaire, mais regroupe l'ensemble des complications pulmonaires aiguës de la drépanocytose, ce qui pose quelques problèmes de définition, on y reviendra. Alors, les facteurs de risque de ces complications pulmonaires aiguës de la drépanocytose sont essentiellement le jeune âge. Vous voyez qu'on a un pic entre 2 et 5 ans, avec une diminution ultérieure dont on ne sait pas s'il n'est pas en partie lié à la réduction de survie de ces patients qui, de fait, feront donc moins de complications. Le génotype joue dans l'incidence du STA puisqu'il s'agit surtout des génotypes SS et S-bêta-0 qui feront des STA par rapport, par exemple, au génotype SC. L'hémoglobine fœtale a un rôle protecteur, sans doute parce qu'elle limite la falciformation. Et vous voyez qu'à mesure que l'hémoglobine fœtale augmente ici en abscisse, on a une réduction du taux de STA en ordonnée. Sur le graphique de droite, vous voyez qu'au contraire du taux d'hémoglobine fœtale, le taux d'hémoglobine total, de même que le compte leucocytaire dans le sang, augmente le risque de syndrome thoracique aigu, probablement parce que leur élévation est associée à une hyperviscosité et que c'est une complication relative à l'hyperviscosité. Le syndrome thoracique aigu peut être tout à fait inaugural de la maladie drépanocytaire chez un patient qui, par ailleurs, était totalement asymptomatique. Et près de la moitié des patients qui vont arriver en réanimation avec un syndrome thoracique n'auront pas été hospitalisés au préalable pour ça, mais pour une autre raison. Et parmi ces facteurs déclenchants classiques, on peut citer la grossesse, le postpartum, la chirurgie, la crise vaso-occlusive, qui est le principal pourvoyeur de syndrome thoracique aigu, mais également il y a des facteurs environnementaux. Donc on sait depuis longtemps qu'il y a une recrudescence hivernale des syndromes thoraciques aigus, notamment chez l'enfant. Vous le voyez ici, au mois de novembre et décembre, on observe un pic, avec un rôle du climat. Dans cette étude récente, on a pu montrer le rôle de la température. Si on prend par exemple la température moyenne, vous voyez qu'à mesure qu'elle augmente, le risque d'hospitalisation aux urgences pour CVO ou STA diminue. Donc le froid est associé à une augmentation de la vaso-occlusion, mais aussi la diminution progressive de température d'un jour sur l'autre ici, qui va augmenter également le risque d'hospitalisation. Le vent a une action cumulative sur celle du froid, puisque vous savez que c'est la combinaison de la température et du vent qui détermine la température ressentie sur le corps, qui est sans doute le facteur qui provoque la vaso-occlusion chez ces patients. Et ici, à mesure que la vitesse du vent augmente, on a une augmentation également du taux d'hospitalisation des patients pour CVO ou STA. Alors la pollution a également une action avec ici un rôle délétère des particules fines qu'on peut observer, mais de manière assez surprenante, un rôle protecteur du monoxyde de carbone. Vous voyez dans le graphique en haut à gauche qu'à mesure que les concentrations de monoxyde de carbone augmentent en abscisse, il y a moins d'hospitalisation pour syndrome thoracique aigu et CVO. Et on sait qu'au plan physiologique, le monoxyde de carbone a des actions protectrices sur l'endothélium vasculaire. C'est peut-être une piste de recherche dans cette maladie. Alors, les critères diagnostiques de syndrome thoracique aigu ne sont pas consensuels, mais en général, ils requièrent d'une part un signe clinique et d'autre part un infiltrat radiologique. Le signe clinique est variable. Il peut s'agir d'une fièvre, d'une toux, d'une douleur, d'une dyspnée, de crépitant ou d'une matité. Vous voyez qu'en fonction de l'âge des patients, il y a une variation dans la prévalence des signes retrouvés. Par exemple, la douleur et la dyspnée sont beaucoup plus retrouvées chez l'adulte que chez l'enfant, mais cela est sans doute lié à des problèmes de communication chez les plus jeunes enfants. Alors, concernant l'infiltrat radiologique,
Dans la définition restrictive, on exige qu'il s'agisse d'une consolidation au moins segmentaire et qu'il ne soit pas une atélectasie. Donc vous voyez déjà que ça pose un certain nombre de problèmes si on a juste une radiographie au lit pour affirmer le caractère consolidant segmentaire et non atélectatique. Mais globalement, on s'en sort avec le fait que l'atteinte est essentiellement dans les lobes inférieurs. Chez l'adulte, l'atteinte du lobe inférieur est retrouvée chez plus de 95% des cas. Et donc, on peut quasiment exclure un diagnostic de syndrome thoracique aigu s'il y a une préservation des lobes inférieurs. On a typiquement, comme vous le voyez là, une atteinte bibasale radiographique ou au scanner. L'atteinte pleurale est associée dans à peu près un quart des cas et est associée plutôt à une gravité des malades. Dans ce travail au scanner, on a pu confirmer le caractère essentiellement basal des lésions. Vous voyez ici à droite ou à gauche, c'est surtout les lobes inférieurs qui sont atteints. Et l'atteinte principale est à type de consolidation. On a rarement du verre dépoli et de manière très exceptionnelle de l'atélectasie. Alors cette prédominance basale, elle est très claire chez l'adulte, confirmée dans cette étude également, mais elle est beaucoup moins évidente chez l'enfant. Vous voyez que en dessous de 2 ans, il n'y a pas de prédominance basale des lésions. Alors, lorsqu'on requiert que la consolidation soit au moins segmentaire, ça a un sens clinique parce que dans ce travail, on se rend compte que l'évolution est plus compliquée chez les patients qui ont une consolidation au moins segmentaire par rapport aux autres. Ils requièrent notamment plus de transfusions et d'exsanguinotransfusions par rapport aux patients sans consolidation segmentaire. La radiographie thoracique au lit arrive en général à faire le diagnostic avec une bonne sensibilité, même si on peut toujours trouver des cas, par exemple là où la radio a l'air normale alors qu'il y a une vraie consolidation. Le problème principal est lié à la spécificité qui est vraiment faible, et ça c'est lié aux difficultés techniques d'un cliché pris au lit, avec souvent des opacités qu'on ne sait pas bien interpréter, alors qu'en dessous le scanner ne retrouve pas vraiment de consolidation permettant d'affirmer le diagnostic de STA. Alors, si on essaie de comprendre la physiopathologie du syndrome thoracique aigu, comme c'est un syndrome, on aura plusieurs acteurs qui seront souvent intriqués. On va en développer 4 essentiellement. On va commencer par l'embolie graisseuse qui a été décrite il y a déjà longtemps. Alors, le mécanisme est relativement simple. Le STA est très souvent précédé d'une crise vaso-occlusive qui va relarguer des phospholipides dans la circulation qui seront transformés en acides gras libres, notamment par la phospholipase A2. Et ces acides gras libres vont pouvoir être toxiques pour l'endothélium vasculaire pulmonaire, mais pas seulement. Ils vont provoquer également des atteintes, notamment digestives et neurologiques. Et dans ce travail de Godot en 1996, vous voyez que les patients de droite qui ont un syndrome thoracique aigu ont beaucoup plus de macrophages dits spumeux, signant l'embolie graisseuse par rapport au contrôle drépanocytaire ou au contrôle non drépanocytaire. Donc le diagnostic se fait avec la coloration dite oil redo qui met en évidence ces macrophages, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment fréquent puisque dans 40 à 60% des cas, chez les patients drépanocytaires, on peut mettre en évidence cette coloration positive dans les sécrétions trachéobronchiques. Alors si on fait un lavage broncho-alvéolaire à ces patients, il y a également à peu près 40 à 60% des patients qui auront une coloration positive. Et vous voyez que chez ces patients avec embolie graisseuse, le compte cellulaire du LBA est beaucoup plus élevé que chez les patients sans embolie graisseuse, avec une augmentation significative des polynucléaires et des lymphocytes, donc une maladie plus inflammatoire. Comme on ne fait plus systématiquement des lavages broncho-alvéolaires à des patients sous prétexte qu'ils aient des symptômes respiratoires, on peut s'en sortir avec une expectoration induite. Vous voyez qu'ici, la recherche d'embolie graisseuse dans l'expectorat induit a une bonne valeur diagnostique par rapport au lavage broncho-alvéolaire, avec ici un Blanc-Teilman qui est tout à fait satisfaisant. Et quand on regarde les caractéristiques cliniques des patients, on se rend compte qu'effectivement, les patients avec embolie graisseuse font plus souvent de crise vaso-occlusive, qui est sans doute le trigger de la libération de lipides dans la circulation, et en plus de douleurs abdominales et de manifestations neurologiques par rapport aux autres patients. Et la maladie pulmonaire qu'ils présentent est plus inflammatoire, avec ici notamment un compte protéique dans l'expectorat induit qui est beaucoup plus élevé dans le groupe embolie graisseuse par rapport aux autres patients. Alors, classiquement, cette expectoration a une couleur caractéristique dite jaune d'or.
On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une coloration par la graisse de ces sécrétions, mais ce n'est pas le cas. Dans ce travail récent fait par Nicolas Deprost et Damien Cantou, on se rend compte que cette coloration jaune d'or est sans doute simplement la couleur du plasma du fait de la sévérité de la lésion de l'endothélium vasculaire pulmonaire, avec des taux de protides et des taux de LDH qui sont quasi similaires entre ce qui est relevé dans le lavage bronchoalvéolaire et dans le plasma. Alors, en plus de ces phénomènes d'embolie graisseuse, il y a un deuxième acteur qui a été mis en évidence plus récemment, qui est la thrombose pulmonaire, qui avait été suspectée dès le début par Charache, mais qui était très difficile à mettre en évidence. Dans une étude utilisant de l'angioscanner scanner thoracique, on a pu observer que 17% des malades avec syndrome thoracique aigu ont un thrombus dans une grosse artère élastique pulmonaire, comme vous pouvez le voir ici à titre d'exemple. Et cette thrombose artérielle pulmonaire est associée à une augmentation des plaquettes et survient surtout chez les gens qui ont des taux de plaquettes plus élevés que les patients sans thrombose, et le pic de plaquettes est également plus élevé chez les patients qui thrombosent par rapport aux autres. En regardant la densité de ces thrombies, on s'est rendu compte qu'elle était sans doute de nature cruorique et pas graisseuse, parce qu'elle est au-dessus de moins 30 Hounsfield, et en tout cas en dehors de la zone de densité classique des thrombies graisseux. Et puis, ces thrombies ont une topographie qui est similaire à celle des condensations pulmonaires, avec une prédominance basale, comme les condensations pulmonaires. Et sans doute, c'est différent de la maladie thromboembolique classique pour deux raisons. La première, c'est que dans cette série, on n'a pas retrouvé de thrombose veineuse profonde suspoplitée chez les patients avec thrombose artérielle pulmonaire, alors que dans la maladie thromboembolique classique, au moins un tiers des malades ont associé à leur embolie pulmonaire une thrombose, ce qui laisse supposer qu'il s'agisse d'un phénomène in situ de thrombose qu'on a pu observer au niveau des grosses artères, mais qui peut-être est étendu au niveau également microvasculaire pulmonaire. En tout cas, ça corrobore les données autopsiques qui retrouvent chez un nombre non négligeable de patients à l'autopsie de la thrombose vasculaire pulmonaire, qui était difficile à interpréter, puisqu'on sait que l'anoxie agonique peut provoquer une stase dans la circulation pulmonaire, qu'on peut prendre pour de la thrombose lors de l'autopsie, mais quand même, dans certaines séries, jusqu'à 50% des patients avaient de la thrombose dans les vaisseaux pulmonaires, et vous voyez qu'elle est associée également à la constatation d'embolie graisseuse, mais qui est un peu moins fréquente dans ces séries autopsiques. En plus de l'embolie graisseuse et de la vaso-occlusion, le troisième acteur, c'est l'infection, puisque chez la majorité des patients drépanocytaires, le tableau de syndrome thoracique aigu est similaire à un tableau de pneumonie, et que, vu les critères diagnostiques, on ne peut pas le distinguer de la pneumonie. Donc actuellement, les causes infectieuses sont rentrées dans le groupe général du syndrome thoracique aigu. Alors, ici, il y a deux particularités. La première, c'est que la documentation effective des infections est rare. Vous voyez que dans les meilleures séries, on monte à 15-20% de documentation. Très souvent, on n'arrive pas à trouver le germe. Et lorsqu'on le documente, ce ne sont pas des germes classiques. Ici, c'est la distribution des germes observés. Chez l'enfant, il s'agit essentiellement de virus, mais donc l'incidence va diminuer avec l'âge. Et puis chez l'adulte, on sera plutôt sur des germes atypiques, chlamydia et mycoplasme, avec finalement des pyogènes qui ne représentent pas du tout la majorité des germes qu'on observe chez ces patients. Le dernier acteur, c'est la douleur en général, les infarctus costaux qui peuvent provoquer des phénomènes d'hypoventilation avec des atélectasies qui peuvent se compliquer de consolidation. Ces patients ont souvent un profil un peu particulier avec beaucoup de morphine, des troubles de la conscience, de l'hypercapnie. Alors si on met ensemble tous ces mécanismes du STA, on voit qu'ils sont intriqués, qui se superposent aussi, mais l'autre information importante, c'est que chez près de la moitié des patients adultes notamment, on ne retrouve aucune cause spécifique comme trigger du STA. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire pour démembrer ce syndrome. La biologie du STA comporte un syndrome inflammatoire avec des leucocytes qui augmentent, une hémolyse avec des LDH qui augmentent, une hémoglobine qui diminue. Il y a évidemment une hypoxémie. Les plaquettes ont un chiffre variable. Ici, vous voyez que par rapport au taux de base, il y a une petite baisse de l'hémoglobine et une augmentation par contre plus marquée des globules blancs au cours du STA, c'est habituel.
Les complications, c'est en général de la ventilation mécanique chez environ 10% des patients et puis un décès chez environ 5% des patients. Il y a un effet centre, sans doute. Vous voyez que dans cette étude, le taux d'intubation et de transfusion est beaucoup plus faible dans les centres qui sont habitués à voir ce genre de malades, tout simplement parce que lorsque c'est une malade qu'on voit peu fréquemment, on a moins les réflexes habituels. En tout cas, c'est la première cause de mortalité chez l'adulte drépanocytaire, devant l'AVC. Et vous voyez que la mortalité ne se limite pas à l'hôpital, mais continue une fois que le patient est sorti, avec comme facteur de mauvais pronostic, d'une part, l'extension radiologique des lésions, ce qui est normal, mais de manière un peu plus surprenante, la thrombopénie, qui est un facteur pronostic également, de même que les antécédents de maladies cardiaques. Un des facteurs pronostiques majeurs, c'est la dysfonction vasculaire pulmonaire qui est associée au STA. Vous voyez dans ce travail que les pressions pulmonaires augmentent durant le STA, puis se normalisent, et que cette HTAP aiguë est associée à un moins bon pronostic à long terme par rapport aux malades qui n'en présentent pas. C'est un phénomène sans doute dû à la vaso-occlusion et à de l'hémolyse, puisqu'on le retrouve également durant la CVO avec une HTAP aiguë ici dans un travail de Machado. Alors c'est une HTAP qui n'a rien à voir avec l'HTAP chronique, qui est retrouvée chez environ 6% des malades drépanocytaires par ailleurs, qui, comme vous le savez, est également associé à un mauvais pronostic, mais quand on regarde est-ce que le taux, l'histoire et le nombre d'épisodes de STA prédisposent à l'HTAP chronique, on n'a rien de significatif. L'HTAP chronique est plutôt associé aux ulcères veineux et on en revient à cette séparation en deux phénotypes différents avec les phénomènes de dysfonction endothéliale qui provoquent l'HTAP chronique et puis des phénomènes de thrombose et de vaso-occlusion qui favorisent le STA. Alors, comment prévenir le STA? Il y a quelques mesures efficaces. L'hydroxyurée au long cours diminue le taux de STA. La spirométrie incitative pendant la CVO va également diminuer le risque de faire un STA. La transfusion préopératoire des patients qui vont avoir de la chirurgie diminue le taux de STA post-chirurgical. Concernant le traitement curatif, il y a des mesures symptomatiques, hydratation, analgésie, oxygène plus ou moins VNI, transfusion, on va dire un mot des stéroïdes et du monoxyde d'azote inhalé, et des traitements étiologiques, antibiotiques bien sûr s'il y a une infection, anticoagulants en cas de thrombose pulmonaire. L'analgésie, vous le savez, doit être multimodale avec un gros rôle de la morphine ici, en titration et en PCA. Une étude récente a montré que les AINS n'avaient pas d'intérêt dans la CVO. On peut extrapoler sans doute ce message au cas du STA. La VNI dans ce travail rapporté par Muriel Fartouk n'a pas montré d'efficacité nette au cours du STA, sans doute pour un problème de sélection des patients dans ce travail. La transfusion est actuellement l'outil général utilisé pour traiter le STA, mais il faut savoir qu'elle expose à des risques. Un premier risque qui est l'hyperviscosité, donc il ne faut pas cibler des hémoglobines trop élevées, se limiter à l'hémoglobine de base du patient qu'on doit retrouver, et également un risque d'alloimmunisation et d'hémolyse. Ces indications, c'est essentiellement la sévérité clinique ou paraclinique du patient, notamment ceux qui ont des détresses respiratoires ou qui ne s'améliorent pas au bout de 72 heures. On ne sait pas encore si la transfusion simple est meilleure que l'exsanguinotransfusion. En pratique, nous, on pratique l'exsanguinotransfusion, mais dans cette cohorte qui n'est pas randomisée, il n'y avait pas de différence évidente. Et donc, il faut faire très attention au risque d'alloimmunisation qui touche jusqu'à 50% des patients dans certaines séries et qui est essentiellement dû au fait que ces patients ont des différences antigéniques raciales avec les donneurs qui sont essentiellement d'origine européenne, bien entendu. Et ça peut donner lieu à un tableau d'hémolyse retardée post-transfusionnelle dont il faut connaître la présentation. C'est un patient qui a été transfusé il y a plus de 3 jours, qui arrive avec un tableau de STA ou de CVO, qui a une anémie essentiellement due à l'hémolyse des globules qu'on lui a transfusés, mais avec également, en général, une réticulocytopénie qui est associée. Il faut absolument éviter toute nouvelle transfusion. C'est la stratégie principale, donner de l'EPO si les réticulocytes sont bas, et puis il y a plein d'essais d'immunomodulation, mais qui sont au stade expérimental, que je ne détaillerai pas. Il est important de regarder les réticulocytes parce qu'ils permettent vraiment de classer les origines des anémies chez ces patients pour reconnaître ce qui est de l'hémolyse, de la nécrose médulaire ou de la crise aplastique, que je ne vais pas détailler. Les antibiotiques,
On a vu que moins de 20% des épisodes sont documentés, mais on est bien obligé de les donner, du fait notamment de l'asplénie fonctionnelle que présentent ces patients. On est obligé de couvrir les atypiques, car on a vu qu'ils étaient devant les pyogènes en termes de fréquence, notamment chez l'adulte. Peut-être qu'il y a un rôle pour la PCT, en tout cas pour détecter les infections invasives chez ces patients, elles marchent mal. Des études sont en cours au cours du STA. Les corticoïdes permettent de réduire la sévérité du STA, mais expose au risque de réhospitalisation pour CVO. Donc on ne les utilise pas de manière routinière. Et il y a une étude qui vient de se terminer sur l'intérêt du monoxyde d'azote qu'il faut donner ici à des concentrations très élevées en raison du phénomène de captation du NO par l'hémolyse. Une étude dans la CVO avait été négative. Les résultats au cours du STA suggèrent un bénéfice dans le sous-groupe des malades les plus sévères. Enfin, au cours d'un STA qui se complique de SDRA, il faut retenir que la dysfonction vasculaire pulmonaire sera au premier chef et que donc les mesures de protection de la vascularisation pulmonaire sont indispensables, avec notamment un recours assez précoce au décubitus ventral. En conclusion, le STA a une physiopathologie complexe avec une évolution qui peut se faire rapidement vers la détresse respiratoire aiguë, le SDRA avec une note vasculaire pulmonaire très importante, pouvant mener à une défaillance multiviscérale. Donc, en cas d'intubation, il faut contrôler l'échographie cardiaque pour vérifier l'absence de cœur pulmonaire aigu et mettre en mesure des protections de la circulation pulmonaire. Merci pour votre attention.